Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 16e étape de cette Vuelta. Et oui, on entame la dernière semaine du dernier grand tour de l'année. Autant vous dire que là, les jambes commencent à piquer sévère, les veines sont de sortie au niveau des mollets et il risque d'y avoir des grosses surprises. Et ça peut commencer dès cette étape qui sera un petit classique du Tour de Burgos, notamment dans sa fin de journée avec les Lagos de Covadonga. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris et votre grosse cote pour cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, ça permet également de me soutenir, parce que plus vous cliquez rapidement sur les notifications sur les miniatures, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui se sont abonnés récemment sur la chaîne, notamment pendant cette Vuelta. On commence tout de suite avec cette 16e étape, comme je disais, un petit côté Tour de Burgos, avec notamment les Lagos de Covadonga qui ont été souvent utilisés sur cette épreuve du Tour de Burgos. Vous savez, c'est cette course de préparation, on va dire ça comme ça, à la Vuelta, il n'y en a pas 150 entre le Tour de France et la Vuelta, qui est souvent intéressant, une course de 4-5 jours. Et c'est vrai que là, sur cette étape, le morceau le plus important, c'est les Lagos de Covadonga. Certes, on aura 2 autres difficultés avant, mais il y a beaucoup de transitions. C'est pas forcément là où on fera des grosses différences. On attendra, je pense, les Lagos de Covadonga pour faire la différence sur cette étape, parce que c'est long. Enfin, c'est long, c'est 12 km. C'est surtout extrêmement pendu, et la cause de Covadonga. Et c'est surtout qu'auparavant, ça servira surtout à l'échappée. Je pense que la première côte servira peut-être à ce que l'échappée sorte. On sera au bout de 2 heures de course. Ces derniers temps, on voit quand même des échappées qui mettent beaucoup de temps à sortir. La deuxième permettra peut-être de faire un écrémage dans le peloton, mais on gardera encore un petit peu de monde. Et puis ça permettra de faire un écrémage dans l'échappée avant de garder les meilleurs pour les Lagos de Covadonga sur cette fin d'étape. Une étape qu'il ne faut pas seulement résumer quand même aux Lagos de Covadonga, même si vous avez compris que pour le général, c'est là où les écarts vont se faire. On ne va pas attaquer dans la côte, l'avant-dernière côte de la journée. Mais c'est quand même une étape avec 4000 mètres de dénivelé positif, 4085 mètres de dénivelé positif. Ça fait partie des 3 étapes les plus dures de cette Vuelta, en sachant qu'il y en a quand même 2 qui font partie de cette dernière semaine, lors de cette étape 16 et lors de l'étape numéro 20, où je rappelle que là on dépassera même les 5000 mètres de dénivelé positif, ce qui va pas être de la tarte. Et puis on a encore beaucoup d'interrogations. Le maillot blanc, le classement de la montagne, c'est peut-être sur cette étape-là, on va commencer à avoir des réponses. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette journée. L'étape numéro 16, début de 2e semaine, et encore un début de semaine musclé, très musclé, avec le Lagos de Covadonga, un classique désormais du Tour de Burgos, 182 km. En partant de Luanco, donc vous voyez pas très loin de Gijón, pour aller au Lagos de Covadonga. Début de journée pas plat déjà sur les 70 premiers kilomètres qui nous amèneront à la première difficulté du jour. C'est un peu mal plat avec 2 côtes au programme. Une de 5 km à 3,7 de moyenne, une autre de 4 km 900 à 3,4 de moyenne. Et puis après, on aura 2 côtes de première catégorie avant ce sommet hors catégorie, mais qui sont quand même assez loin du pied du Lagos de Covadonga. On commence avec le Mirador del Fito, 7 km à 8% de moyenne, sommet au kilomètre 77, c'est-à-dire à encore plus de 100 km de l'arrivée. Ça permettra peut-être à l'échappée, si elle n'est déjà pas sortie auparavant, de réussir enfin à s'échapper. Vous voyez donc ce Mirador del Fito, une côte typique espagnole avec des pourcentages pendant 3 km, 10,7%, 9,5, 9,1. Même le dernier kilomètre est encore à 8,5%. Ça veut dire on est sur des gros pourcentages, mais comme souvent, encore une fois, c'est un classique. Vous avez vu sur cette Vuelta, l'Espagne, c'est le terrain des pourcentages. C'est pas le terrain des côtes les plus longues, mais c'est le terrain des pourcentages souvent les plus importants. Et c'est vrai que ce Mirador del Fito, il va mettre en route pour ce qu'on aura ensuite
notamment avec le Lagos de Covadonga. On redescend en passant par l'Alto de Bada à 4 km 354 de moyenne, on sera au kilomètre 92, c'est-à-dire à 90 km de l'arrivée, donc à peu près à la mi-journée. Une transition de quasiment 50 km entre la descente du Mirador del Fito et... Ouais, non, 50 km, j'ai peut-être été j'ai un peu exagéré. Une belle transition de 20 km plutôt entre Cangas de Onís et le pied du Colada. Lomena, 7 km 5 à 9,4 de moyenne, sprint bonification, mais on est quand même encore loin, à quasiment 60 bornes de l'arrivée, côte de première catégorie et non sprint bonif. Même principe, côte de 7 km, plus dur que la première, on monte en puissance avec notamment quasiment, il n'y a pas de passage à 5% comme dans la première côte, voilà, c'est la différence, on a des passages à 10%, beaucoup plus de kilomètres au-delà de 10%. Parce que vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 km au-delà de 10% et un seul kilomètre et demi en dessous de 8% et c'est du 7,6, donc ça reste déjà une montée compliquée ce Colada Lomena, et surtout on n'est pas très haut en altitude, seulement 995 mètres. C'est aussi la particularité de cette étape, c'est qu'on n'est jamais très haut en altitude, et on redescend après ce Colada Lionella pour aller à Cangas de Onís, sprint intermédiaire au kilomètre 160, c'est-à-dire à 22 km de l'arrivée, puis on arrive à Covadonga pour aller jusqu'au lac, 12 km 200, 7% de moyenne. Un classique sur la Lagos de Covadonga, c'est très dur en première partie de montée, vraiment notamment ce kilomètre-là à 12,4%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à partir de loin du côté du Lagos de Covadonga. Je crois que Remco Evenepoel avait fait ça une année en partant de loin pour aller s'imposer sur le Tour du Burgos. Et puis il faudra se méfier des 300-400 derniers mètres qui sont extrêmement pentus sur la fin, mais voilà, vous voyez, c'est monstrueux comme d'habitude du côté d'Espagne. Après le Lagos de Covadonga, l'avantage c'est que beaucoup de coureurs l'ont déjà passé dans leur carrière. C'est pas une côte inconnue, contrairement au Quito Negro où beaucoup de coureurs ne l'avaient pas fait en course, en condition de course. Là, le Lagos de Covadonga, je pense qu'au moins la moitié du peloton l'a déjà emprunté, parce que c'est très emprunté sur la Vuelta, c'est quasiment emprunté chaque année sur le Tour de Burgos, ou très souvent sur le Tour de Burgos. Donc voilà, c'est une côte qu'on connaît bien, donc là il y a des repères sur cette montée-là, donc il devrait y avoir peut-être moins de surprises que sur un Quito Negro, où les coureurs ne savaient pas vraiment trop à quoi s'attendre. On regarde les derniers kilomètres, donc vous voyez les derniers kilomètres qui sont en montée, ça tournicote pas mal. Il n'y a pas non plus de gros virages extrêmes. Et puis, ce dernier kilomètre avec ces 300 derniers mètres, ce virage-là qui va faire extrêmement mal et qui va nous emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. Du côté de la météo, temps nuageux entre Luanco et le Lagos de Covadonga. Vraiment des conditions climatiques qui sont loin d'être exceptionnelles sur cette étape. Très nuageux, des températures même fraîches pour un début septembre en Espagne, avec 18-19 degrés grand maximum, et puis un vent de nord-est sur cette étape, de nord-ouest pardon, un vent de nord-ouest entre 15 et 20 km/h, donc il devrait plutôt pousser les coureurs sur la première partie de course. Ça sera un peu plus difficile ensuite, et qui devrait également pousser les coureurs dans le Lagos de Covadonga, ce qui là sera très intéressant pour les différents coureurs du peloton qui veulent lancer des grosses hostilités sur la fin de journée. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. On part donc de Luanco, donc comme je disais, pas très loin de Riron. Alors Luanco qui a connu une seule course professionnelle qui est passée à Luanco. Le Tour des Asturies en 1985, ça remonte, c'était l'étape numéro 3, remportée par Federico Echave, donc jamais le Tour d'Espagne n'était parti ou n'avait fait ville étape du côté de Luanco. Le Mirador del Fito a connu déjà 7 passages de la Vuelta. Le premier c'était en 2000, enfin ça sera son 7e passage, il y a donc 6 passages comme vous le voyez, avec un premier passage en 2001 lors de l'étape numéro 5 où nous avions découvert cette difficulté. On arrivait déjà au lac de Covadonga où on enchaînait l'alto de la Miranda
avec l'Alto de la Campa et le Mirador del Fito avant ce Lagos de Covadonga. Et c'était Juan Miguel Mercado qui s'était imposé devant Oscar Sevilla et Joseba Meloki. À ce moment-là, c'était Oscar Sevilla qui prenait la tête même de la course. Oscar Sevilla qui, je rappelle, est toujours professionnel en 2024 du côté du team Medellin. Il a notamment participé au Tour du Héman où il a pris la 17e place, 6e du Tour of the Gila, participant également au Tour de Colombie où il avait pris la 3e place de l'étape numéro 2 sur cette épreuve. Je rappelle le coureur qui a été suspendu pour dopage pendant même pas une année, je crois que c'était 9 mois précisément, et qui donc depuis roule en Continental. Il roule en Continental depuis 2007, c'est-à-dire que Cavendish a eu le temps de faire quasiment sa carrière entière chez les professionnels et Oscar Sevilla est en Continental. Donc c'est assez rare d'avoir des... Il a commencé en 98 quand même, Oscar Sevilla, quand il a commencé à la Kelme. Il y avait encore Santiago Betero qui était au tout début de carrière, Fernando Escartin également qui était là. Donc non, c'était assez exceptionnel. Javier Ochoa également, José Luis Rubiera. Enfin voilà, il a commencé sa carrière à une époque où beaucoup l'ont terminé depuis 10 ans. On poursuit donc avec cette montée, dernier passage en 2022, c'était lors de l'étape numéro 9. On partait de Villaviciosa pour aller à l'Espreres Nava. C'était la deuxième côte de la journée. Et c'était Luis Mentiès qui avait remporté cette étape, à l'époque chez Intermarché, devant Battistella et Zambanini, du côté de la Bahreïn. En le Collada Lomena, alors là c'est seulement le deuxième passage de la Vuelta par cette difficulté. La dernière fois c'était en 2021. Lors de l'étape numéro 17, on arrivait encore une fois au Lagos de Covadonga et on passait en début de journée par l'Alto di Ortigueru et par ce Collada Lomena. Et c'était Roglic qui s'était imposé dans des conditions climatiques assez mauvaises. C'était déjà en début septembre. Sepkus avait pris la deuxième place avec un petit groupe avec Miguel André Lopez, Adamias, Jacques Haig, Champoussin avait fini à 10e à l'époque de cette étape. Et puis le Lagos de Covadonga, 23e passage de la Vuelta par cette difficulté qui a connu également d'autres courses qui se sont déroulées. Le Tour des Asturies, ils ne mettent pas le Tour de Burgos. J'ai dû confondre avec une autre course parce que pour moi le Lagos de Covadonga ça passait par c'était Burgos. J'ai peut-être confondu, là j'ai peut-être fait un AVC entre temps, parce que c'est vrai que c'est pas trop la région non plus encore du Tour de Burgos, j'ai dû confondre avec une autre difficulté. Pour moi ça avait été passé, bon c'est une montée qui est régulière, mais je vous ai dit depuis tout à l'heure que c'était le Tour du Burgos, alors que c'est plutôt le Tour des Asturies que le Tour de Burgos. Laurent Jalabert s'y est imposé à 2 reprises, Thibaut Pinot en 2018, vous avez Vollering qui avait gagné chez les femmes, voilà, Luis Alberto Herrera. Mais pour moi, oui, ça avait connu... d'autres courses étaient passées là, alors que là, j'ai pas cette information-là, donc je me suis peut-être... J'enregistre, il est 22h30, je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui, il se peut que j'ai fait un AVC entre-temps. Allez, les coureurs du jour, les cyclistes du jour... dernier passage, donc c'était en 2021 chez les garçons, déjà par cette étape numéro 17. Parmi les coureurs du jour, on commence avec Joaquim Sobrino, même coureur espagnol né à Posada de Llanes, coureur qui a remporté notamment une étape du Tour de Castille et Léon, une étape du Tour des Asturies en 2010. Pas mal de courses continentales, de courses de deuxième division. C'est un coureur qui est resté en deuxième division ou en continental. Il a connu la Cara Rural, notamment dans sa carrière. Il est passé par Burgos aussi dans son début de carrière. Et puis également coureur du côté de la Differdange. Ça c'était en 2014, il a arrêté sa carrière. En 2016, au mois de juillet 2016, même après les championnats d'Espagne, qui était la dernière course de sa carrière. Autre coureur de la région, c'est Ivan Garcia Cortina, qui est né du côté de Riron, qu'on traversera. Vainqueur de seulement 3 épreuves
3 courses dans sa carrière, une étape du Tour de Californie, une étape de Paris-Nice et Grande Piemontée en 2022. C'est vrai que c'est un coureur plutôt de classique flandrienne ces dernières années. C'est quand même un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais c'est vrai quand on l'a vu arriver chez Bahreïn, Coco, on s'attendait à ce qu'il ait des très très gros résultats. Et ça fait depuis quelques temps que ça plafonne, depuis la Covid, grosso modo, que les résultats sont au niveau des sprints sont un peu moins bons que ce à quoi on pouvait s'attendre du côté d'Ivan Garcia Cortina. Alors voilà, il a quand même remporté des courses, mais cette année par exemple, c'est que 155 points UCI. L'année d'avant, 741, ouais. Mais c'est un coureur qui... je m'attendais à mieux pour sa carrière, à Ivan Garcia Cortina. Pour moi, c'est un coureur qui m'a un peu déçu dans sa carrière. Et puis on termine avec Santiago Pérez, coureur professionnel entre 2001 et 2011, mais avec quand même une interruption entre 2005 et 2007 pour cause de suspension pour dopage. Coureur qui a commencé sa carrière dans une équipe qui s'appelait Barbos Tonné Café Gondomar, passe à la Calmée, à la Phonak. C'est même à la Phonak qu'il aura ses meilleurs résultats en 2004, notamment sur la Vuelta, où il va réussir à tenir pendant très longtemps un très bon résultat. Deuxième du général de cette Vuelta, en remportant notamment le contre-la-montre à Madrid, en remportant également 2 autres étapes, un contre-la-montre en montée du côté de la Sierra Nevada, une étape à Grenade, ce qui surprendra un petit peu tout son monde. Deuxième également d'un chrono à Arras, mais c'était un chrono par équipe à l'époque. C'est vraiment sa meilleure année en carrière en 2004. Sauf que 2004 Phonak, c'était quand même une formation, il y avait beaucoup de dopage et il sera pris pour transfusion sanguine, ce qui avait été le cas quelques semaines auparavant pour Tyler Hamilton. Et c'est vrai que quand on regarde l'équipe Phonak, on pourra même faire un petit regard là-dessus, la Phonak de cette époque-là, je pense qu'on peut dire que ça a été quand même une usine à dopage. Je n'ai pas les infos, mais il faut regarder sur cyclisme et dopage. Plus de 10 coureurs ont été impliqués dans des affaires de dopage. Voilà. Notamment Freilandis. Vous avez Santiago Pérez, vous avez Oscar Kamenzin, Tyler Hamilton, Fabrizio Guidi, Sacha Unverheider, puis il y en a d'autres. C'est vrai que ça a été une formation qui a été bien pris pour dopage. Équipe qui a connu Miguel Martinez en son sein, puis des coureurs qui n'étaient pas nickel au niveau dopage. Je pense notamment à Victor Hugo Peña, qui a été le lieutenant de Lance Armstrong, Oscar Sevilla, Valjavec, il avait été pris pour dopage aussi, donc il y en a eu quelques-uns dans cette formation qui roulaient pas à l'eau claire, comme on dit. Voilà, c'était le petit tour des coureurs, des cyclistes du jour. On passe à ma stratégie. Je pense à 2 courses en une. Je pense sur ce lendemain de journée de repos. Il y a trop d'espace en fait entre chaque difficulté pour vraiment lancer les hostilités de loin. Donc moi je ne serais pas surpris qu'on ait une victoire d'un baroudeur qui part dans l'échappée matinale et puis un leader du général. Malgré tout, il faudra quand même avoir un minimum d'avance avant sur la Lagos de Covadonga, au moins 4,35 minutes, ou sinon être très fort comme Pablo Castrillo. Dimanche dernier, parmi mes favoris, je mets Marc Solé, qu'on a beaucoup vu à l'attaque, et ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie encore à l'attaque aujourd'hui. Eddie Dunbar, aussi, qui est 15e au général, donc ça veut dire qu'on va peut-être pas forcément rouler derrière lui tout de suite, et qu'il pourrait faire une belle remontée. Je trouve qu'il est pas mal. Et puis Terrada, le coureur d'Astana, aussi en grande forme. Et puis en grosse cote, Para de la Kern Pharma, qui est 18-19e au général. Là aussi, ça peut être un coureur qui va être intéressant du côté du classement général, alors que je me tape un moucheron, mais qui ne sera pas forcément suivi en cas d'échappée. Du côté du programme télé, départ fictif à 12h50, Villa Siciosa, 46 km après 46 km de course, entre 14h05 et 14h10.
Mirador del Fito, 104 km de l'arrivée entre 14h49 et 15h, première catégorie. Cola de la Lima, là aussi, première catégorie à 56 km de l'arrivée entre 15h57 et 16h16 pour une arrivée prévue entre 17h18 et 17h45. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain pour la présentation d'une étape beaucoup plus plate du côté de Santander. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!